Il y a des gens qui ont l'impression que pour bien expliquer la Shoah, on peut se permettre de choquer au maximum, presque d'inventer des choses ou de raconter des choses qui se sont vraiment passées, mais d'essayer vraiment d'appuyer pour essayer d'arriver vraiment à la corde sensible. Et c'est pas forcément mon chemin, moi. Je pense qu'effectivement, il faut s'adapter. Je pense il faut employer le maximum de possibilités. Mais comme je le dis, il y a également plusieurs possibilités de réagir. Et puis je crois que nous sommes en ligne via Zoom, décidément une application qui nous rend bien des services avec le directeur de Qualita, Ariel Kandel, mais qui là est avec nous aujourd'hui parce qu'il a aussi d'autres casquettes, et notamment il est guide à Yad Vashem, il est guide en Pologne, et il se passionne pour la transmission de cette mémoire. Comment parler à la jeunesse, comment faire en sorte qu'on n'oublie pas, et surtout à quoi ça sert de se rappeler. Bonjour Ariel Kandel. Bonjour Ariel. Bonjour, Boker Tov. Alors avant qu'on commence de parler de ce sujet de la transmission, je voudrais savoir comment chez vous a commencé justement, comment vous vous êtes intéressé au sujet de la Shoah, au sujet du souvenir. D'abord, évidemment, on l'a entendu il y a quelques minutes sur notre antenne, puisqu'en fait, Monique Sobolevicius, c'est en fait Monique Kandel, c'est ma maman. Alors, je ne sais pas si ça a été dit à la fin, parce que je n'ai pas écouté jusqu'au bout, je n'ai pas pu. Mais c'est vrai qu'on a grandi dans une famille où on savait depuis longtemps qu'il y avait des histoires de famille, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère. On n'en parlait pas vraiment, pas parce que, en fait, on n'a jamais compris pourquoi on n'en parlait pas, mais c'était pas des choses dont on parlait. Je pense que mes grands-parents, après la guerre, ont voulu surtout reconstruire et pas tellement parler du passé. Et le déclic a eu lieu quand on a commencé à être adolescent et surtout au moment où on a compris, en fait, que nos grands-parents étaient prêts à en parler. Il fallait juste tenter sa chance, en fait. Comme on dit souvent, même en Israël, vous savez, après la création de l'État d'Israël, on a souvent dit que les rescapés ne voulaient pas parler, mais en fait, c'est pas vrai. C'est les gens qui ne leur posaient pas de questions, qui voulaient pas forcément d'ailleurs les entendre, parce que les gens voulaient reconstruire leur vie et pas tellement parler du passé, de la Shoah. C'était pareil, à mon avis, dans ma famille. Il fallait juste essayer d'en parler pour pouvoir, on va dire, débloquer les choses. Et on en parlera peut-être par la suite, mais ce qui a complètement débloqué, on va d'ailleurs en parler tout de suite. Je pense que lorsque je suis rentré moi-même à l'armée israélienne, ça m'a permis de comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui en Israël Mishoah Letkouma, c'est-à-dire ce passage très très bizarre d'ailleurs du Yom HaShoah au Yom HaZikaron la semaine prochaine et ensuite au Yom HaTzmaout, ce lien entre la Shoah d'un côté et la création de l'État d'Israël. Et voilà, je les ai avec moi parce que je les ai pendant cette semaine-là, c'est des choses que j'ai tout le temps sur moi. Donc voilà, je ne sais pas si on voit ça. On voit très bien. Très bien. Voilà, donc c'est des choses qui me suivent tout le temps. Donc d'un côté, l'étoile jaune de ma grand-mère, c'est la grand-mère dont on a parlé ce matin, qui a mis cette étoile jaune. On peut voir qu'elle a été vraiment cousue sur un habit. Alors on peut même dire un peu de façon humoristique, elle est même doublée, ça se voit pas tellement, mais oui, elle est doublée, ça se voit qu'elle est doublée. Voilà, elle a été doublée pour qu'elle tienne bien sur l'habit. Donc ma grand-mère a mis l'étoile jaune dans les rues de Paris. Ça c'est donc voilà où il y avait écrit donc juif à l'époque sur l'étoile jaune en France. Et d'un autre côté, l'arbre de la vie. Enfin, ça c'est l'arbre des Golani que j'ai reçu lorsque j'ai servi à l'armée israélienne il y a maintenant quelques bonnes années, on va dire. Mais voilà, c'est ce lien, c'est ce lien en fait qui a fait qu'un jour on a pu discuter ça dans la famille. Et en fait, le jour où je suis rentré à l'armée, j'ai décidé surtout de demander à ma grand-mère paternelle de tout me raconter. Et là, j'ai eu le droit à la totale. Alors, mais tout le monde, Ariel Kandel, n'est pas, on va dire, bien on peut se passionner pour l'histoire de sa famille, pour cette période, etc. Mais de là à passer le cap, à se former, à comprendre tous les détails historiques et à aller en Pologne guider d'autres personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un camp de concentration et qui sont à la recherche peut-être aussi de leur histoire. Il y a quand même un pas. Pourquoi vous avez été aussi concerné et pourquoi vous avez souhaité transmettre ? En fait, la question, c'est pas tellement pourquoi j'ai été, c'est surtout pourquoi j'y suis retourné. Parce que quand on y va une fois, alors on peut dire, OK, c'est important une fois dans la vie d'aller
D'ailleurs, qu'on soit sfarade ou ashkénaze, ça Oui, n'a bien sûr. aucune importance. D'ailleurs, même au niveau historique, c'est ce que j'ai expliqué hier dans une conférence que j'ai donnée, il faut savoir qu'au niveau historique, quand on regarde aujourd'hui les protocoles de la conférence de Wannsee, donc qui a planifié et organisé la solution finale, il faut bien savoir que dans cette planification et cette organisation, les Juifs d'Afrique du Nord étaient concernés. Hein. On en parlera un peu C'est plus clair. tard d'ailleurs, avec une interview qu'on a réalisée avec Claude Chernia, qui nous a raconté justement que les nazis étaient en train dans les années 42, je crois, déjà de commencer à construire des camps de concentration. concentration. Oui, tout à fait. Donc c'est pas tellement la question ni Ashkenaz Sfarad et même pas le fait de savoir pourquoi j'ai été. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont l'occasion d'y aller, il faut y aller parce que l'occasion ne se représente pas toujours dans la vie. La question, c'est pourquoi j'y suis retourné. Et j'y suis retourné plusieurs dizaines de fois. Hein. Ça a commencé en 1998, donc c'est pas hier, avec mes trois compères de l'époque, on pourrait dire, on avait trois. Hein. Gérard Soufir, Shlomo Balzan et Uriel Feinerman, pour ne pas les citer. Et la question, c'est pourquoi je suis retourné. En fait, je me suis rendu compte que ce qui était primordial, c'était de retourner avec d'autres gens, d'autres jeunes, des jeunes, des moins jeunes, des juifs, des non-juifs, des Israéliens, des Français, j'ai même pris des Sud-Américains, toutes sortes de gens. Et donc la question à terme s'est posée de savoir finalement pourquoi se souvenir de la Shoah, pourquoi aller en Pologne, pourquoi aller à Yad Vashem, pourquoi faire Yom HaShoah. Alors ça peut paraître évident, on se dit oui, il y a 6 millions de nos frères qui ont été exterminés, donc c'est important de le faire. Mais je pense que la subtilité du Yom HaShoah n'est pas forcément dans le passé. À mon avis, c'est dans l'avenir. C'est-à-dire que l'idée du Yom HaShoah, l'idée du souvenir en général dans le peuple juif, n'est pas de se lamenter sur le passé. Et on comprend d'ailleurs très bien dans la notion de la fête de Pessah, où quand même, d'après le Midrash, 80% de nos frères sont restés en Égypte et que seulement 20% sont partis. Et pourtant, la fête de Pessah est une fête très joyeuse, etc. Alors, on ne va pas dire qu'il faut transformer Yom HaShoah en moment joyeux, pas du tout. Mais c'est surtout penser à l'avenir. Et lorsqu'on guide des gens, ce n'est pas que des jeunes d'ailleurs, des personnes, que ce soit à Yad Vashem ou que ce soit en Pologne, personnellement, c'est ce que moi j'ai en tête. C'est-à-dire leur enseigner au niveau historique ce qui s'est passé, au niveau de certains concepts ce qui s'est passé, essayer d'humaniser, pas simplement parler de nombre, mais également parler de gens, parler des différentes sortes de résistance, etc. Mais surtout, pour à terme dire aux gens, voilà, c'est ce qui s'est passé pendant la Shoah, mais nous, aujourd'hui, la vie continue et nous devons renforcer notre identité, renforcer nos bonnes actions. Et quand on vit la période qu'on vit en ce moment, qui est tellement particulière, c'est également cet appel que moi je fais à tous nos auditeurs, c'est-à-dire d'un côté c'est terrible, il y a la maladie qui frappe le monde entier et aussi Israël, mais d'un autre côté il y a une occasion de faire du bien, c'est-à-dire d'être bénévole, de sortir, d'aller voir des gens, de faire ce qu'on appelle en hébreu des maasim tovim, des bonnes actions. Et c'est ça qu'on doit retenir de cette journée, c'est-à-dire comment faire plus de maasim tovim, comment faire plus de bonnes actions. Alors, Ariel Kandel, on sait que vous avez guidé de nombreuses fois. Vous avez même participé à la formation d'un groupe, c'est une formation qui s'est déroulée au sein de Kalita, qui s'appelle Doroth. J'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois les jeunes de ce groupe. Ça a été assez saisissant de voir combien ils se sont sentis impliqués, touchés, bouleversés par cette formation. J'aimerais savoir, puisque vous avez peut-être été avec eux en Pologne, quel a été le moment le plus émouvant pour vous lorsque vous étiez sur les lieux de votre formation, entre guillemets? Oui, alors d'abord, j'en ai fait plusieurs. Je sais. Il faut choisir. C'est la dernière, effectivement, en date, c'était celle de Doroth. Avec donc, ce qui était le plus émouvant dans cette formation, c'est que ça s'est un peu inversé. C'est-à-dire que les formations qu'on a fait dans le passé, ce sont des formations en fait qui ont été faites suite au fait où on avait en fait des demandes, des gens qui nous demandaient de partir en Pologne et il n'y avait pas assez de gens pour les guider et donc que ça soit au niveau d'une initiative à l'époque personnelle avec Yael David, c'était une initiative qui s'appelait Ma Guide, ça c'était en 2001, donc ça aussi c'était pas hier. Que ce soit des initiatives de l'expérience israélienne qui a décidé également de former des guides, c'était pour répondre à une demande de groupes qui voulaient partir en Pologne et qui n'avaient pas de guide. La différence qui s'est passée avec Doroth, c'est que là ça s'est inversé, c'est qu'on a été en fait contacté par, on va appeler ça une bande de jeunes, qui nous ont mis au défi, on va dire, de leur organiser une formation. Alors, quand on a ce genre
de demande, pourquoi pas, mais à la fin, il faut que ça marche. Et ça a marché. Et Alors, c'est ça, en fait. Et le plus émouvant, c'était de voir, en fait, qu'il y a aujourd'hui des jeunes en Israël qui comprennent d'abord qu'il faut se former pour transmettre la mémoire de la Shoah, mais comme je l'ai dit avant aussi, pour en faire quelque chose d'encore meilleur, c'est-à-dire pas simplement se souvenir pour se souvenir, mais se souvenir pour transmettre également des valeurs et participer à ce qu'on appelle le tikkun olam, la réparation du monde. Alors justement, Ariel, vous parlez de ces personnes, de ces jeunes qui ont voulu apprendre, qui ont voulu transmettre ce souvenir. Mais est-ce que les demandes justement de ces personnes sont différentes des années précédentes? C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'images, un monde où tout doit aller vite. Est-ce que là aussi, pour transmettre ce souvenir, vous devez vous adapter à ces méthodes? Alors c'est une très bonne question et c'est très compliqué d'y répondre en interview et encore plus par Zoom parce que c'est très délicat. C'est-à-dire que il y avait Jean Ferrat qui disait dans la fameuse chanson Nuit et brouillard, je twisterais les mots si je fallait les twister. Il me semble que c'est ça la phrase exacte. C'est-à-dire qu'il propose dans sa version, lui, de la transmission de la mémoire, une possibilité qui dit que tout est bon, ou presque tout est bon, on va dire. Il faut tout faire pour essayer de transmettre. Et peu importe la forme. Et peu importe la forme. C'est d'ailleurs un peu également le sens, à mon avis, de ce qu'on dit 3 fois par jour dans le texte du schéma Israël, où on nous dit qu'il faut enseigner à nos enfants, c'est-à-dire dans ta maison, à l'extérieur de ta maison, quand tu marches, quand tu cours, etc., quand tu vas te coucher tout le temps. Malgré tout, il y a quand même ce qu'on appelle, et heureusement, des limites, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Il y a eu des cas de gens qui ont fait des choses très graves et qu'il ne faut forcément pas faire. Et c'est ce que d'ailleurs Georges Bensoussan, qui est un des historiens de la Shoah les plus connus et reconnus, qui habite en France, qui est un très grand monsieur, dans un de ses ouvrages, il appelle ça la pornographie de la Shoah. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens, je vais essayer de bien expliquer cette notion-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'impression que pour bien expliquer la Shoah, on peut se permettre de choquer au maximum, presque d'inventer des choses ou de raconter des choses qui se sont vraiment passées, mais d'essayer vraiment d'appuyer pour essayer d'arriver vraiment à la corde sensible. Et c'est pas forcément mon chemin à moi. Je pense qu'effectivement, il faut s'adapter. Je pense il faut employer le maximum de possibilités. Mais comme je le dis, il y a également plusieurs possibilités de réagir. Je vous raconterai l'histoire. Il y a quelques années, j'étais avec un groupe en Pologne et puis il y avait une jeune fille, elle sort d'Auschwitz et elle vient me voir, elle me dit vous avez dit tout à l'heure que les nazis avaient un cœur de pierre, moi aussi j'ai un cœur de pierre. Alors j'ai dit pourquoi tu dis ça? Et elle me dit parce que j'ai pas pleuré. Et là, donc effectivement, il y a une discussion qui doit se placer sur le fait que c'est pas l'unique réaction de pleurer. Il y a plein de façons, on va dire, de réagir et de s'attacher à ce sujet-là. Donc, il faut faire d'un côté très attention, pas non plus dériver dans toutes sortes de manipulations émotionnelles. Et d'un autre côté, oui, s'adapter. Je vous avoue que la première fois que j'ai vu un jeune faire un selfie à Auschwitz devant les barbelés, j'étais pas sûr que c'était une bonne idée. Avec le temps, j'ai compris que c'était leur façon à eux de se rallier à l'endroit et également de transmettre à leurs proches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un selfie à Auschwitz ou à Birkenau et qu'on envoie ça à sa famille ou à ses amis ou à ses copains non juifs qui sont en France, dans le cas quand on prend des groupes de France, c'est aussi très important parce que ça fait partie de la mémoire et de la transmission de la mémoire. Donc, il y a une époque où le selfie à Auschwitz, ça le faisait peut-être pas trop. Aujourd'hui, on comprend que c'est rentré. Donc vous vous adaptez aussi, quoi. Vous vous adaptez. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On peut pas se dire éducateur si on s'adapte pas. Ça, c'est pas possible. Très bien. Quelqu'un qui se dit éducateur doit s'adapter. Sinon, faut faire un autre métier. Faut faire autre chose. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Ariel. Koltouv, et je voulais juste profiter encore une fois de l'occasion pour souligner le travail également que vous faites. À la radio, c'est très compliqué de passer de tous ces sujets, le coronavirus, la Shoah, Yom Ha'atzmaut, Yom HaZikaron. On est dans un monde qui est un peu foufou et vous avez le courage et la volonté, avec nos amis les techniciens et Daniel Haïk, de mettre un peu d'ordre, et en tout cas d'essayer de mettre un peu d'ordre face à nos auditeurs. Kol hakavod. Merci beaucoup, Ariel. Merci, Ariel. Merci. Merci.
Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.